Oui, oui, bonjour à tout le monde. Donc bonjour pour cette nouvelle séance des petits déjeuners d'Urkheim. Bon, je me vois pas à l'écran, mais j'espère qu'on me voit parce que je présente le livre qui va être au cœur de nos discussions, de notre présentation, ouvrage d'Odile Join-Lambert, dont nous nous réjouissons de la présence. Odile est professeure de sociologie à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Elle est chercheure au laboratoire Printemps. Et donc, nous allons avoir une discussion autour de son ouvrage Travailler au musée, public, gardien et conservateur du Louvre et du British Museum, Regard croisé 1946-1981. C'est un ouvrage qui est paru aux presses du Septentrion. Et nous aurons également le plaisir d'écouter Marie Cornu qui va nous présenter sa lecture et discuter avec Odile qui va, comment dire, sans doute lui poser un certain nombre de questions. Marie Cornu est directrice de recherche au CNRS, laboratoire ISP de l'ENS Paris-Saclay. C'est une spécialiste des questions de patrimoine et il y a quelque temps, dans un précédent petit déjeuner d'Urkheim, elle avait présenté un magnifique collectif, le Dictionnaire des biens communs, et lors de la prochaine séance, on aura l'occasion d'en reparler. Elle viendra présenter une autre publication. Voilà. Je vous rappelle que nous ouvrirons. Donc, Odile va présenter son ouvrage durant l'heure qui va venir. Ensuite, Marie Cornu nous en proposera sa lecture et nous ouvrirons un échange. Alors, soit vous souhaitez et c'est tout à fait bienvenu prendre la parole à l'écran ou simplement par le son. Et donc nous vous donnerons la parole pour interroger évidemment l'auteur, soit vous pourrez, à partir de l'intervention de Marie Cornu dans le chat, poser des questions, des remarques, et je les reprendrai à mon compte pour alimenter la réflexion. Juste un dernier point, Maryse Bresson, directrice de la MSH Paris-Saclay, qui est également sociologue, qui est également membre du Printemps, comment dire, on n'est pas encore à l'été, on est encore au printemps. Eh bien, Maryse va nous dire quelques mots de présentation, de bienvenue, et c'est avec plaisir que nous t'écoutons, Maryse. D'accord, donc merci beaucoup pour Florent pour ce relais. Effectivement, je suis très heureuse au titre de la direction collégiale, comme vous savez que je partage avec Pierre-Guy Bintif, de la direction de la MSH, d'introduire alors le livre de ma collègue de laboratoire, donc Odile Join-Lambert. Et aussi, c'est l'occasion pour moi de souligner l'importance des petits déjeuners d'Urkheim pour la MSH Paris-Saclay. Donc il y a deux grands thèmes partagés, j'allais dire, entre la MSH et puis les petits déj d'Urkheim. D'abord, deux priorités partagées. D'abord, il y a l'importance du livre. Et je pense que si on est réunis pour les petits déj d'Urkheim, et donc je voulais vraiment le rappeler, c'est pour souligner cette importance du livre comme support de diffusion, de connaissances aussi en sciences humaines et sociales en particulier. Donc rappeler que pour les sciences humaines et sociales, c'est un vecteur tout à fait essentiel d'échange scientifique et d'échange aussi avec, d'ailleurs, avec la population en France. Et donc ça, c'est un premier point que je voulais rappeler. Et le deuxième point, et je pense que le livre qui va être présenté aujourd'hui est particulièrement aussi symbole de ces trois I, comme on les appelle quelquefois pour la MSH, c'est-à-dire l'interdisciplinarité, l'interinstitutionnalité et puis l'internationalité. Puisque effectivement, Odile, tu l'as rappelé, est sociologue, mais elle est aussi historienne et sociologue. Et Marie, donc qui va la discuter. Donc l'histoire est au centre là des sciences humaines et sociales aujourd'hui, je pense. Toi, Florent, tu es historien aussi, et Marie est également historienne et juriste. Donc effectivement, l'histoire est vraiment une passerelle, mais aussi avec d'autres disciplines, comme donc la sociologie bien sûr, mais également le droit. Donc cette dimension interdisciplinaire est très présente dans l'ouvrage qui va nous être présenté aujourd'hui. La dimension interinstitutionnelle, donc on a parlé de l'ENS, de l'UVSQ, donc bon, voilà, de l'MSH d'Evry, et puis la dimension internationale, que bien sûr il s'agit d'une comparaison entre la Grande-Bretagne et la France. Donc voilà, je voulais souligner ces points et puis maintenant passer la parole à Odile pour présenter l'ouvrage.
en la remerciant donc sur un sujet qui est particulièrement important aussi, hein, puisque le monde culturel aujourd'hui, on sait, voilà, est aussi en difficulté. Et donc, je tenais à le dire pour terminer. Donc, c'est pour toutes ces raisons très important et je suis vraiment très heureuse de faire cette présentation. À toi, Odile. Bon, merci beaucoup de m'avoir invité à parler de ce livre d'abord. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un livre qui porte sur le travail des gardiens et des conservateurs du musée, au British Museum et au Louvre entre 1941 et 1981. Donc, dire que c'est la version remaniée d'une habilitation à diriger des recherches que j'ai soutenue à l'EHESS 2012. Alors, le but de ce livre, c'était pour moi de montrer que le destinataire des services publics, qu'on considère bien souvent comme une variable extérieure au travail, est en réalité fondamentale pour comprendre les transformations du travail dans la fonction publique. Alors, il y a eu de très nombreux travaux de sociologie de l'action publique, notamment, qui ont étudié les usagers des services publics, mais la plupart du temps, ils l'ont fait comme étant une variable exogène au travail. Alors, dans ces travaux, les usagers sont, par exemple, un argument rhétorique utilisé par des hauts fonctionnaires pour impulser des réformes au nom de la satisfaction des besoins. Ces usagers, ça peut être aussi le produit de l'application de règles de l'administration, voire d'une domination de l'administration. Ces usagers sont segmentés de plus en plus partout où le service public instaure, sans le dire, une deuxième classe d'usagers qui sont les usagers les plus pauvres. Alors, d'autres travaux ont étudié, toujours en sociologie de l'action publique, les usagers en tant qu'acteurs. Alors, à ce moment-là, les usagers sont des producteurs de dilemmes moraux, des agents de guichet par exemple, et les usagers peuvent aller jusqu'à influencer les conditions de travail des agents et leurs conditions sociales. Alors, moi, tout en m'inscrivant dans ces travaux-là, j'ai souhaité pour ma part considérer l'usager comme une variable interne et l'intégrer à l'analyse du travail en adoptant une démarche historique. Et c'était important pour moi. Pourquoi? Parce que donc ce destinataire des services publics, qu'on appelle selon les administrations et les périodes, usagers, clients, publics, etc., eh bien, on l'observe, il est bien sûr présent dans le travail des fonctionnaires de terrain et d'exécution depuis au moins le 19e siècle. Leur présence est attestée par les archives et notamment les dossiers de personnel, les dossiers de carrière. On trouve dans ces dossiers des traces du patient, des élèves, du contribuable, enfin voilà, tout ça a été bien étudié aussi par les historiens. Donc, pour ma part, moi j'ai cherché à mieux comprendre comment cette irruption d'un public du coup de plus en plus nombreux dans la période des Trente Glorieuses, donc entre 1946 et 1981 pour le livre, comment cette irruption du public transforme le travail dans les organisations dans une période où justement le volume des emplois publics est en très forte augmentation. Voilà mon objectif. Alors, je vais présenter ce livre en 3 temps. D'abord, d'où vient cette question, la démarche et ensuite les résultats dans un 3e temps. Alors, premier temps, la question que je me suis posée dans ce livre, donc comment l'arrivée d'usagers de plus en plus nombreux dans cette période de croissance économique modifie-t-elle le travail?
Alors, cette question, je vais dire d'abord d'où elle vient et ensuite dans quelle littérature scientifique elle s'inscrit un peu plus précisément. Cette question, elle vient en fait d'un changement d'objet entre ma thèse et mon HDR. Alors, dans le cadre d'une thèse d'histoire de l'EHESS aussi, qui portait sur les chefs d'établissement de la Poste, entre 1945 et 1973, j'avais regardé comment le souci de l'usager transformait l'emploi et le travail des receveurs des postes. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'ai aperçu que ce changement produit bien avant les années 80. Pourquoi? Parce que dès 1965, l'État se désengage des circuits de financement des investissements, le secteur bancaire monte en puissance et la Poste, qui est à la fois administration et entreprise avec des services industriels, doit trouver des adaptations pour maintenir le service public dans un secteur, notamment des services financiers, qui devient aussi de plus en plus concurrentiel. Et donc, pour conserver sa présence dans ce secteur, la Poste se lance dans une politique commerciale. Est-ce que, alors vous allez me dire, est-ce que cette injonction à s'occuper des usagers deviennent tout d'un coup des clients à la Poste, a eu des conséquences sur le travail des chefs d'établissement? Eh bien oui, ma thèse montrait que d'abord, c'est plus l'égalité des usagers devant le service public prévaut, mais c'est l'égalité des usagers placés dans des conditions semblables vis-à-vis des services financiers de la Poste, en fonction donc d'une segmentation de la clientèle des services financiers. Et alors vous allez me dire aussi, ben tous les receveurs, ils avaient déjà des relations avec les clients comme n'importe quelle personnel d'une administration avant 1965 et une pratique commerciale. Oui, bien sûr, mais ce qui change, c'est que pour les remercier, les inciter à cette pratique commerciale, les primes de placement sur les produits financiers de la Poste deviennent très importantes, à tel point qu'elle modifie la pyramide hiérarchique et indiciaire des emplois dans l'administration centrale de la Poste. Voilà, alors ça c'était pour ma thèse. Alors pour mon HDR, j'ai pu étudier du coup l'administration muséale et m'y intéresser de plus près. Et là, j'ai découvert que il y avait aussi un discours sur l'ouverture et l'égalité des publics à partir de la création du ministère en 1959 notamment. Mais la différence avec la Poste, c'est que l'introduction du public dans ce discours, ça ne relève pas d'une logique commerciale ou de gestion, ça relève d'une politique volontariste de démocratisation culturelle et donc des politiques publiques culturelles et d'élargissement des publics avec une mission éducative. Et donc c'est pour ça que les musées m'ont offert l'occasion de comprendre le travail à travers cette fois la vocation éducative des musées et pas à travers un enjeu de productivité ou de gestion comme à la Poste. Alors, donc, entre 1946 et 81, la fréquentation des musées augmente et ça devrait se traduire en principe par une redéfinition du nombre des emplois et aussi de l'organisation du travail pour remplir les missions éducatives des musées. Mais évidemment, c'est pas si simple. Qui est-ce qui va se charger de l'accueil, du renseignement des publics ou de la formation des nouveaux publics qui arrivent en masse et qui fréquentent de plus en plus les musées? Est-ce que ce sera les personnels qui sont en haut de la pyramide hiérarchique ou en bas? Est-ce que ce sera avec un statut de titulaire ou de non titulaire? Qui y réfléchit à cette organisation du travail au sein du musée? Est-ce qu'on y réfléchit tout simplement? Voilà, c'est toutes ces questions que je me suis posées parce qu'évidemment,
le travail au contact du public, ça peut être un travail valorisé ou pas, dans la hiérarchie des emplois, dans la pyramide indiciaire et aussi dans l'image qu'un groupe professionnel se fait de lui-même. Alors ça, c'était pour le changement de ma question, de ma thèse à mon HDR. Alors maintenant, juste pour l'insertion dans la littérature, donc pour bien comprendre comment le public a transformé le travail au musée, donc je me situe vraiment, oui, au carrefour de deux traditions de recherche, à la fois en sociologie et en histoire. Alors j'irai juste à l'essentiel là, en sociologie d'abord, sur public et travail. En sociologie, donc, je m'appuie bien sûr sur tout l'apport des travaux de sociologie des professions culturelles. Donc, je pense aux travaux successivement de Sylvie Octobre, de Léonie Hainaut, puis de Frédéric Poulard, parce que c'est eux qui ont insisté beaucoup sur les luttes entre les restaurateurs et les conservateurs de musées, ou entre les conservateurs et les directeurs des affaires culturelles, pour Frédéric Poulard. Et donc ces travaux sont très intéressants parce qu'ils montrent les tensions entre, d'un côté, les tâches scientifiques, qui procurent une réputation personnelle forte à qui les exerce, et bien sûr de l'autre côté les tâches de gestion très chronophages et très peu prisées, et les tâches de surveillance et d'accueil des publics assez dévalorisées. Alors les travaux d'Aurélie Perrin aussi sur les médiateurs ont été très utiles parce qu'elle a montré comment l'emploi de médiateur était occupé principalement par des femmes et que c'était un emploi de bénévoles, et plus généralement comment la fonction publique contribuait, enfin a longtemps contribué à l'invisibilité de ces emplois de bénévoles hors statut qui étaient en très grande majorité occupés par des femmes. Voilà. Alors moi je me distingue de ces travaux en sociologie des professions. Pour quelle raison? Tout simplement parce que je mets au centre la question du public dans le travail, et dans le travail des gardiens et des conservateurs, et en posant en quelque sorte une question contrefactuelle qui est qu'est-ce qu'il adviendrait si les gardiens devenaient des acteurs à part entière de la gestion des relations avec le public et pas seulement de leur surveillance. Mais vous n'y pensez pas. Donc, il faudrait que les gardiens soient un corps avec un statut, que leur position dans la pyramide des emplois soit élevée, et qu'ils aient une formation au public et aux œuvres. Et donc, tout cet enrichissement de leurs tâches modifierait la chaîne d'allocation des responsabilités et des compétences au sein du musée. Et donc, ça changerait aussi, bien sûr, le périmètre des juridictions professionnelles respectives, des conservateurs, des médiateurs, des gardiens. Donc, je m'en différencie en cela. Alors, seconde tradition sociologique sur laquelle je prends appui, c'est la sociologie des classifications, qualifications, compétences. Et alors, du point de vue de ces travaux, les classifications, ils distinguent la plupart du temps les systèmes organisationnels du public et du privé. Alors, là, je parle des travaux qui vont de Jean-Daniel Reynaud à Jean Saglio, en passant par ceux de Françoise Piotet, de Catherine Paradise, etc. Alors, qu'est-ce que nous disent ces travaux? Que dans le secteur privé, on a la grille parodie, pardon, dans le secteur, oui c'est ça, privé, on a la grille parodie, donc instituée en 1946, qui classe des individus en fonction de leur niveau de qualification. Et donc, les catégories du travail naissent, et des emplois naissent d'abord dans les unités de travail et sont ensuite intégrées dans une régulation au niveau des conventions, dans un deuxième temps. Alors, tous ces auteurs remarquent aussi que ces entreprises privées incluent dans les grilles à critères classants, à partir des années 80, des éléments d'individualisation des carrières. Voilà, et c'est l'émergence de la notion de compétence attachée à l'individu. Dans la fonction publique,
qu'est-ce que nous disent ces travaux sur les classifications? Qu'on a un statut général des fonctionnaires, né aussi en 1946, qui classe des postes et non plus des individus, en fonction d'un niveau d'études et du concours que les individus passaient. Et donc, ils s'inscrivent dans des corps dont les missions des corps de catégorie A, B ou C, en fonction du niveau d'études obtenu initialement et du concours passé. Et les missions de ces corps sont fixées par décret. Les emplois sont pyramidés au sein de ces corps. Et donc, le grade ne dit rien des tâches ni de la qualification que nécessite l'emploi. Hein. Il y a une distinction nette entre le grade et l'emploi. Et donc, à cause de cette distinction entre le grade et l'emploi, l'objectif des gestionnaires de personnel, toujours d'après ces travaux, et on le remarque aussi très concrètement, c'est d'obtenir une meilleure adéquation entre les tâches réellement effectuées et le statut des corps. Et donc, il y a aussi dans la fonction publique et dans les administrations une logique de compétence, voit plutôt dans la fonction publique le terme de métier, une logique de métier, qui émerge dans les années 80. Et certains fonctionnaires, pas tous, cherchent aujourd'hui encore hein, à introduire une logique de métier dans une fonction publique de carrière. Donc, ça signifie que c'est une logique qui est fondée sur une spécialisation des compétences des individus et non plus sur la qualification des postes. Par exemple, le ministère de la Culture a cherché à introduire un référentiel des emplois et des compétences dans ce sens à partir des années 80 pour mieux délimiter les tâches et les fonctions les unes par rapport aux autres. Alors, évidemment, toutes ces questions, elles ont été étudiées par ces travaux dans le cadre français, et y compris sur le ministère de la Culture, ont été étudiées dans le cadre français, où le rôle de l'État et des administrations est particulier. Mais on peut se demander comment ça se passe ailleurs et voir s'il y a une spécificité liée à la fonction publique française ou pas. Alors, a priori, on peut penser que oui, que tout ça, c'est spécifique à la France. Et en fait, la recherche empirique, moi, m'a fait beaucoup évoluer sur ce point. Le point de vue que j'ai adopté dans ce livre est donc différent de ces travaux sur les classifications professionnelles, puisque en comparant avec le Louvre avec le British Museum, entre 1946 et 1981, je me suis aperçue que le système public ou privé de classement des emplois ne produit pas des effets très différents et n'est pas très différent entre les deux musées, qu'ils soient fonctionnaires, titulaires ou qu'ils soient contractuels, qu'on ait un classement des postes ou qu'on ait un classement des individus, globalement, c'est l'absence de perspective de promotion qui domine parce que il y a une très forte spécialisation dans les deux cas. Voilà. Alors, pour terminer sur les travaux de sociologie, je prends bien évidemment appui sur, comme je l'ai dit en introduction, sur les travaux de sociologie, en particulier ceux de Alexis Spire ou de Jean-Marc Veller, mais aussi sur les travaux de Marie Cartier et de Yasmine Ciblot, qui montrent comment les positions sociales des usagers influencent les conditions de travail des agents et aussi la nature des services qui sont offerts. Voilà. Je m'arrête là pour la sociologie et je termine par la façon dont je me suis nourrie d'une seconde tradition de recherche en histoire de l'État et en histoire des comparaisons entre la France et le Royaume-Uni. Alors, en histoire de l'État,
comme en histoire des comparaisons France-Grande-Bretagne, il y a eu un très fort renouvellement historiographique de ces deux champs ces dernières années. Donc je vais être rapide et on pourra y revenir dans la discussion si vous le souhaitez. En histoire de l'État, je voudrais juste insister sur l'apport des travaux sur l'histoire de la culture en Grande-Bretagne, parce que ces travaux mettent tous en évidence l'existence à la fois d'un ministère de la culture, et oui, au Royaume-Uni, très tôt, et aussi mettent en évidence le rôle de l'État dans le secteur culturel britannique. Alors là, je pense aux travaux notamment de John Peake, d'Andrew Sinclair ou de John Mignan. J'insisterai aussi juste dans tout le renouvellement historiographique qui a eu lieu en recherche comparée, en histoire comparée entre la France et la Grande-Bretagne, sur des synthèses. Alors, ces synthèses, elles portent plutôt sur des périodes antérieures à la seconde moitié du XXe siècle. Donc là, je pense à la synthèse dirigée par Jean-Philippe Gionnet sur les idées pastel-la-Manche, donc qui mais progressivement jusqu'au XXe siècle. Je pense à la synthèse qui porte sur le XIXe de Sylvie April et Fabrice Ben-Simon sur les échanges, les représentations et les comparaisons entre la France et l'Angleterre. Et puis sur les transferts culturels spécifiquement, il y a deux synthèses importantes, celle de Daniel Copper-Richet sur les transferts culturels franco-britanniques au XXe, mais surtout celle de Christophe Charles sur les comparaisons et les transferts en histoire culturelle, donc du XVIIIe au XXe siècle. Alors, ce livre tente de donner à voir un emploi public culturel sous un angle transnational aussi, mais qui est moins étudié que l'ont fait les historiens dans la période postérieure à 1946. C'est ce qui différencie ce livre principalement de historiographique. Et le livre insiste beaucoup plus sur les limites des circulations d'hommes et d'idées, parce qu'il montre que oui, il y a des circulations d'hommes et d'idées entre les deux musées, mais concrètement, il n'y a pas de transfert de pratique entre les deux musées entre 1946 et 1981. Donc j'insiste beaucoup plus sur les limites. Alors, au final, qu'est-ce que m'apporte le fait que je m'appuie sur ces deux traditions de recherche en sociologie et en histoire? Eh bien, ça me permet de porter un regard nuancé sur l'importation du New Public Management dans la fonction publique française à partir des années 80. Et là encore, il y a beaucoup de recherches qui portent sur ces années 80-90, qui mettent l'accent sur l'influence du secteur privé dans l'importation des modes managériales venus des États-Unis ou de la Grande-Bretagne, et qui montrent notamment comment les outils d'évaluation au mérite dans la fonction publique française sont empruntés au New Public Management. Alors, il ne s'agit pas du tout de remettre en cause ces approches qui sont très intéressantes et qui en plus portent sur une période que je n'ai pas étudiée, mais même si il faudrait sans doute en savoir plus encore sur les conditions réelles de ce transfert et de la circulation internationale des pratiques. Mais ce livre se différencie de ses travaux à deux titres. D'abord parce que ce livre montre que l'évaluation du mérite à la française et la mesure du travail, elle existe bien avant les années 80 et avant ce mouvement de remise en cause
néo-managériale des règles d'un système jugé trop bureaucratique. Donc moi j'insiste plus dans le livre sur les processus de réforme interne, bien sûr, à l'administration. Et puis le livre se différencie aussi à un autre titre de ses travaux parce que il nuance l'importation des techniques américaines dans la fonction publique française, qui ont beaucoup été étudiées, oui, mais les techniques américaines portaient surtout sur les questions de productivité et globalement, elles étaient limitées aux questions de productivité. En ce qui concerne l'emploi, la formation, la notation, les Français s'inspirent au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et pendant les années 50 et 60 à plusieurs reprises des Britanniques. Et la fonction publique française tient compte des apports du Royaume-Uni, notamment dans la notation, d'où l'intérêt d'aller regarder au cas par cas, en historien, vers quel pays la fonction publique se tourne en fonction des périodes, parce que ce n'est pas forcément la même en fonction des périodes. Alors, du coup, j'en viens à mon deuxième temps, qui est la présentation de ma démarche comparative avec le Royaume-Uni. Parce qu'évidemment, j'aurais bien pu prendre d'autres pays que le Royaume-Uni. Je l'ai choisi parce que par rapport à ce qu'en disait la littérature scientifique que j'ai commencé par lire, j'ai eu 3 surprises. La première surprise, le premier étonnement, c'était de constater qu'il y avait des circulations entre la France et le Royaume-Uni en matière d'emploi public, alors que tout semblait les opposer. Alors, paradoxalement, c'est à la Libération, pendant la construction du modèle français de fonction publique, que des fonctionnaires français se nourrissent d'échanges avec le Royaume-Uni pour reconstruire leur emploi public, mais beaucoup plus qu'avec l'Amérique. Et c'est Roger Grégoire, le directeur général de la fonction publique, qui va chercher au Royaume-Uni les principes de notation des officiers anglais qu'il introduit dans la notation des fonctionnaires français, qu'elle soit progressive. Ces circulations d'hommes ou d'idées, voire ces transferts de pratiques, ils ont été bien sûr initiés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils se poursuivent dans les années 60, aussi dans les années 70, dans les temps forts de réforme du civil service britannique d'un côté et de la fonction publique française. Et là, je peux renvoyer ceux que ça intéresse aux travaux de Natacha Gali, qui a prolongé sur cette période, des années 70 et 1980 jusqu'à nos jours. Pour moi, c'était une découverte, parce que si on se limite à l'étude des règles juridiques, on a d'un côté un État britannique inexistant qui ne s'occuperait de rien, un emploi public britannique organisé au sein des collectivités locales, dans une logique contractuelle de droit privé, et un modèle d'organisation du travail fondé sur la qualification individuelle. Et puis d'un autre côté, si on s'intéresse que aux règles juridiques, on aurait en France un État qui déciderait de beaucoup, voire de tout, un emploi public organisé par le droit public avec des missions de service public fixées par le Parlement au sein des corps, et un modèle organisationnel qui serait fondé sur la classification des postes. Ça, c'était mon premier étonnement. Alors, j'ai eu un deuxième étonnement qui concernait la gestion des musées. Alors, certains travaux donc opposent une gestion décentralisée des musées britanniques à une gestion centralisée française, et notamment à partir de la création du ministère de la Culture en 1959. Alors, je me suis aperçue que en Grande-Bretagne, dans les premiers travaux sur le Conseil des Arts, le Conseil des Arts
Il a été créé par l'économiste John Maynard Keynes en 1946, justement pour faire le lien entre l'État et les collectivités. Et le Conseil des arts accorde un rôle très important à l'État par l'intermédiaire du Parlement. À tel point que lorsque les conservateurs arrivent au pouvoir à partir de 1979, le discours officiel, c'est de promettre un retrait de l'État dans la culture. Parce que et un retrait de l'intervention de l'État dans la culture. Du côté de la France, j'ai eu aussi l'étonnement de voir que le ministère est très très loin d'être centralisé, que la direction des musées de France, elle a bien du mal à connaître le nombre de ses musées, le nombre de ses personnels, et parce que dès les années 60, c'est les musées municipaux et contrôlés qui emploient l'essentiel des personnels. Et le troisième et dernier étonnement, alors, il portait sur les missions des musées. Les missions des musées, donc des deux côtés de la Manche, on a un même discours pour refonder la légitimité des musées à partir de leur rôle éducatif et social. Et ces deux hommes, d'un côté l'économiste Keynes, à partir de 1946, et de l'autre, l'homme politique gaulliste André Malraux, Premier ministre de la Culture en 1959, qui entendent répondre aux besoins des nouveaux publics par une action de l'État. Et donc c'est une dimension qui a été beaucoup travaillée en histoire des politiques culturelles. Alors, moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce que l'État donne aux musées les mêmes missions de part et d'autre de la Manche? En fait, empiriquement, j'ai constaté assez vite que ça n'était pas le cas, que les Britanniques favorisaient le pôle éducatif des musées. Donc les musées sont avant tout destinés à l'éducation des masses, en particulier ceux de province, et que la Grande-Bretagne jouait un rôle moteur au niveau international en matière de formation des personnels des musées. Et d'un autre côté, les Français en fait destinent le musée prioritairement à l'instruction, surtout dans un grand musée bien sûr comme le Louvre, et en particulier à l'instruction de la jeunesse. Et donc je me suis demandé pourquoi ces deux pays concevaient-ils si différemment cette mission éducative des musées. Alors, c'est pour éclairer cette question que j'ai choisi de regarder les gardiens et les conservateurs du British Museum et du Louvre. Alors, pourquoi le Louvre et le British Museum? En dehors des raisons évidentes que ces deux grands musées nationaux qui donnent l'accès à de très nombreuses archives, c'est que j'ai constaté que malgré une différence de statut du personnel, en fait, au niveau organisationnel, ils étaient très voisins. Alors, au British Museum, le statut du personnel, il est en fait assez ambigu, enfin, il était assez ambigu, parce que il dépend du conseil d'administration, alors qu'en réalité, il pourrait très bien dépendre du civil service et de la couronne. Hein. C'est un statut, les agents auraient très bien pu être des fonctionnaires de la couronne parce qu'ils ont en fait un statut très proche. Enfin, ils avaient un statut très proche. Et la spécialisation du personnel est énorme. Il y a au milieu des années 60, 23 départements, 247 grades, voilà. Au Louvre, on a un nombre à peu près voisin de départements et de services et de grades à ceux du British Museum globalement. Mais à la différence du British Museum, c'est que cette multitude de grades et de corps, parfois il y a un décor où il y a 3 personnes, hein, donc voilà,
Donc cette multitude de grades est regroupée au sein d'une vingtaine de corps qui organisent les mobilités de carrière. Voilà. Mais pour poursuivre dans l'étonnement, le statut des corps et les concours des gardiens et de conservateurs ne sont que très tardifs. Le premier concours de gardien, c'est 1971, et le premier concours de conservateur, c'est de mémoire les années 80. Par contre, le statut des corps des gardiens, c'est 1958, et le statut des conservateurs, c'est 63. Donc, on a l'impression que la direction des musées de France ne sait guère ce qu'est un corps et un grade avant les années 80. Hein. Voilà. D'ailleurs, le premier service du personnel à la direction des musées de France apparaît dans les années 50, mais uniquement pour gérer les personnels très nombreux que sont les gardiens du musée du Louvre. Alors, les gardiens et les conservateurs fournissent du coup un matériel comparatif très intéressant pour traiter de cette question public et travail, parce que bien sûr il y a très peu de choses en commun entre d'un côté les gardiens du Louvre ou du British Museum, qui sont, à l'époque que j'étudie, encore très souvent des anciens militaires, qui n'ont pas le droit de s'adresser au public et qui ont l'obligation de saluer respectueusement le conservateur qui s'aventure dans les salles. Et puis, d'un autre côté, les conservateurs, alors qui sont eux issus de l'école du Louvre en France, ou de Cambridge ou de l'Institut Courtauld au Royaume-Uni, et qui, eux, sont chargés de l'examen scientifique des collections. D'un côté, les gardiens sont au contact direct du public, très peu les conservateurs, et les gardiens donc surveillent les salles, interdisent les conversations bruyantes, la prise de nourriture, l'agitation dans les salles. Ils n'ont aucune fonction de guide ou de conférencier à l'époque que j'étudie. Et les conservateurs sont, de leur côté, chargés de la production de savoir, éclairant les publics sur les œuvres. Alors bien sûr, les uns et les autres n'ont pas la même conception, n'ont pas la même représentation des publics et n'ont pas la même conception des finalités de l'action au musée. C'est une évidence. Voilà. Donc, je terminerai pour finir sur les sources avant de passer à quand même mes 2-3 éléments de résultat. Les sources, parce qu'on pourra y revenir si jamais ça intéresse. J'ai utilisé donc la démarche et le matériau dont les historiens sont familiers, c'est-à-dire les sources imprimées et les archives. Au Louvre, j'ai regardé les dossiers de carrière et en extrayant des dossiers de carrière les fiches de notation que j'ai mis en série pour la période que j'étudie. J'ai mis aussi en série les procès-verbaux des commissions administratives paritaires et j'ai dépouillé la presse professionnelle. Au British Museum, je n'ai pu avoir accès qu'à quelques dossiers de carrière. J'ai mis en relation les procès-verbaux des conseils Whitley, qui sont les conseils qui réunissent les employeurs et les employés, l'équivalent de nos CAP, de nos commissions administratives. Je les ai mis aussi en série. J'ai mis aussi en série les procès-verbaux des conseils d'administration du British Museum. J'ai dépouillé la presse professionnelle et j'ai eu aussi accès aux archives du Conseil international des musées de l'ICOM. Toutes ces archives, finalement, m'ont permis une approche du travail qui confronte les normes juridiques à la façon dont les acteurs se les approprient.
et de comprendre un peu mieux comment le public transforme le travail dans ce secteur. Alors j'en viens maintenant aux résultats que ça a produit, et ça sera mon dernier temps. Et donc, comme le temps passe, je vais présenter juste 2 exemples de résultats dans le droit et dans les hiérarchies professionnelles. Alors, premier résultat auquel je ne m'attendais pas, il porte sur la définition du service public au British Museum. Alors, on pourrait croire que la définition du service public, qui remonte en France à Léon Duguy au début du XXe siècle et qui en définit les 3 principes, d'égalité, de mutabilité et de continuité, eh bien, on pourrait croire qu'elle est réservée au Louvre, et notamment que le principe d'égalité des usagers devant le service public serait réservé au Louvre. En fait, j'ai découvert qu'il n'en était rien et que dans le droit britannique, d'abord, l'inégalité de traitement des usagers peut être sanctionnée quand c'est un exercice déraisonnable du pouvoir, et que le service public au British Museum relève d'une éthique. On voit très bien à l'œuvre dans un musée comme du British Museum. Alors, on la voit à l'œuvre au sein des conseils Whitley, donc ces fameux conseils employeurs-employés que j'ai dépouillés et mis en série sur l'ensemble de ma période. Et je donnerai juste 2 exemples. Donc, en 1950, le conseil Whitley du British Museum met à l'ordre du jour, je cite, « la détérioration du service public des musées ». Pourquoi ? Parce que il n'y a pas de recrutement pour accueillir les publics, ni de personnel pour entretenir les collections au sein du département des antiquités du British Museum, et qui du coup se détériore beaucoup. Et puis cette question du service public, elle continue à émerger, elle est récurrente au sein des conseils Whitley entre 1950 et 1970 et posée régulièrement. Alors, c'est surtout à propos de la fermeture des salles de lecture les jours fériés. Et là, on voit au sein de ces conseils le directeur du personnel qui s'oppose catégoriquement à la fermeture des salles les lendemains de fête et les jours fériés et le dimanche, parce que c'est impossible d'introduire cette fermeture, je cite, sans entraver l'émission de service public du musée. C'est moi qui ai traduit, hein. Mais c'est sa citation. Alors, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de comprendre que le service public, qui est inscrit dans le droit français, n'a pas donné lieu à un service public gratuit et réel au Louvre avant une certaine date, alors qu'au British Museum, il a mis en place ce service public gratuit sous forme de négociation et sans l'énoncer dans le droit. Et donc, l'apport de la comparaison, pour moi, sur ce point, c'était que la France et la Grande-Bretagne inventent en quelque sorte des services publics de la culture qui sont en fait plus proches que ça n'en a l'air, si on se réfère à la distinction entre la culture juridique et administrative française et la pratique contractualiste britannique. Bien sûr, ça concerne la période que j'étudie. Alors, j'insisterai juste sur un deuxième résultat, parce que le temps passe, c'est le public divise les catégories professionnelles en fonction du niveau hiérarchique et en fonction du genre. Alors, en fonction du niveau hiérarchique, bien sûr, il y a une échelle hiérarchique sous-jacente des emplois et des rémunérations. Plus on s'éloigne du public,
plus les emplois sont valorisés, et plus on se rapproche du public, plus les emplois sont dévalorisés. Et au Louvre, ce que j'ai regardé, enfin ce que le livre regarde, c'est la façon dont la notation des fonctionnaires accentue la division des groupes professionnels entre eux. Si on prend les gardiens, dans les années 50, donc on leur demande d'être de plus en plus aimables avec les visiteurs, et dans les fiches de notation, à partir de 1955, le critère de bon rapport avec le public est introduit, en plus de la tenue et en plus de celui d'obéissance. Si on prend les conservateurs d'État du Louvre, eux, ils sont notés avec 4 critères: les connaissances professionnelles, la culture générale et le sens du commandement, l'efficacité et le sens du service public. Mais le sens du service public, bien sûr, là, c'est entendu comme le sens du service de l'État et pas du service des publics. Voilà. Donc, alors, du coup, dans la notation, le public accentue la division entre groupes professionnels. Et du côté des gardiens du British Museum, le public aussi les divise, et il les divise principalement en 2. D'une part, il y a les gardiens de salle qui font la surveillance des salles. Alors ça peut être une surveillance statique ou bien mobile, qui sont donc visibles. Et puis d'autre part, il y a les gardiens qui sont les agents de sécurité, qui eux travaillent dans les coulisses pour sécuriser le musée. Et le déroulement de carrière se poursuit chacun dans la spécialité gardien de salle ou agent de sécurité au British Museum. Et eux non plus n'ont aucune formation professionnelle au public et aux œuvres. La formation des gardiens du Museum n'arrive qu'en 1985, et encore, il s'agit que des agents de sécurité. Voilà. Alors, un dernier mot sur l'irruption des publics qui aussi accentue la division entre les emplois pour les hommes et les emplois pour les femmes. Pourquoi? Les 2 musées, en fait, recourent aux bénévoles. Alors, je prendrai là l'exemple des missions de conservation. Au British Museum, dans la conservation, on trouve des bénévoles, aussi bien hommes que femmes, d'ailleurs, donc des volunteers. Pourquoi? Parce que le bénévolat, c'est une sorte de passage presque obligé pour l'apprentissage du métier. Mais au Louvre, les bénévoles, lorsqu'ils sont conservateurs, ce sont toutes des conservatrices, ce sont des femmes, jusqu'à une certaine date. La féminisation est lente, hein. Et leur nombre est particulièrement important en ce qui concerne les missions d'éducation du public, d'explication des œuvres, de pédagogie. C'est là qu'on retrouve les femmes conservatrices. Et donc la part du bénévolat reste importante au Louvre. Alors, je termine juste sur ces résultats pour cette fois-ci parler non pas de la comparaison mais des circulations, parce que les circulations c'est un autre sujet, mais je voudrais quand même en dire un mot. La mission éducative et formatrice des musées, elle est conçue différemment. Dans l'entre-deux-guerres, la mission éducative est centrale dans la conception britannique, alors qu'elle n'est pas au premier plan des préoccupations du Louvre, hein, et de l'expansion des musées en France. Après la Seconde Guerre mondiale, entrent en scène 3 acteurs, 3 pays leaders, disons, en matière muséale, donc les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Et apparaît l'action d'organisations internationales comme le Conseil international des musées, donc l'ICOM. Et à l'intérieur de cette organisation internationale, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait bien des circulations de personnes et d'idées entre les 2 musées, mais que ça n'allait pas jusqu'à des transferts de pratiques en matière muséale.
Et je l'ai compris comment? Je l'ai compris en regardant les archives, en prenant un point de circulation qui est l'ICTOP. Donc l'ICTOP, c'est le Comité international pour la formation des personnels du musée, qui a été créé en 1967 et par un Français et un Britannique, à l'intérieur de l'ICOM, à l'intérieur du Conseil international des musées. Et donc, au sein de ce comité international de formation des musées, il y a une tension qui apparaît très rapidement entre les Français et les Britanniques, et entre le pôle britannique qui favorise l'éducation et le pôle français qui favorise l'instruction. Et les recommandations de l'ICTOP, de cet institut de formation, sont clairement l'aboutissement d'un compromis entre les deux pays. Alors, je vous lis les recommandations. Donc, le statut des conservateurs doit être aligné sur le statut des universitaires. Ça, c'est la position française. La formation des conservateurs doit être aussi pratique, en gestion et orientée vers les publics. Ça, c'est la position britannique. Et puis, les deux pays, les Français et les Britanniques, émettent une recommandation pour que les gardiens soient formés au public et aux œuvres. Mais évidemment, ces circulations d'idées ne vont pas aller jusqu'à un transfert de pratique, puisque concernant les conservateurs, leur formation reste celle de l'école du Louvre, qui est exclusivement dédiée aux beaux-arts, et ça reste le prérequis de formation initiale pour tous les conservateurs de musées, pour la période que j'étudie. Et concernant les gardiens, alors les gardiens, ils revendiquent depuis au moins le début du XXe siècle une formation pour pouvoir mieux renseigner les publics sur les salles et sur les œuvres, et surtout pour revaloriser leur rémunération. D'autant plus qu'à partir de 1946, le service public est censé être rendu indépendamment des pourboires. Donc, ils ne perçoivent plus aucune rémunération complémentaire. Et cette revendication, elle est soutenue par le directeur des musées de France en 1955, par Georges Sale, je cite, pour améliorer le travail des agents et renforcer les liens entre personnel scientifique et gardiens. Voilà, mais la tentative de Georges Sale échoue en 1955. Pourquoi? Parce que les conférences doivent être animées par des conservateurs qui sont déjà surchargés par ailleurs, que ces conférences ne rencontrent pas le succès escompté à cause des horaires inadaptés auxquels elles ont lieu pour les gardiens, qui ont des roulements sur leur... Et donc, c'est l'occasion manquée d'une formation qui ne verra pour eux le jour qu'à partir des années 90. Alors voilà, pour conclure définitivement, pourquoi j'ai voulu insister, c'est que c'est bien pendant cette période des 30 Glorieuses que l'administration des musées manque l'occasion de réorganiser le travail en fonction du développement des publics. Faute à la fois d'avoir modifié la formation des gardiens et des conservateurs, peut-être sur le modèle britannique, faute aussi d'avoir pensé ces emplois autrement que en bas de la pyramide hiérarchique, faute d'avoir créé aussi des emplois de titulaires pour les fonctions éducatives au musée. Et au total, ce qu'on voit, c'est un pouvoir d'expression très inégalement réparti entre les gardiens et les conservateurs. Donc, il y a très peu de choses dans les deux pays, très peu de choses en commun, entre d'un côté les conservateurs et leur amicale, qui structure la profession dans les deux pays, donc une association amicale, et d'un autre côté, les gardiens et leurs syndicats, qui structurent la profession dans les deux pays aussi, et pour lesquels les réorganisations qu'implique la hausse des publics, les réorganisations du travail, n'est absolument pas débattue, et n'est jamais débattue.
Et voilà, donc plus généralement, ce livre centre l'enjeu de la comparaison entre le Royaume-Uni et la France, non pas dans le statut public ou privé de l'emploi, mais dans la façon dont les institutions organisent le travail au service des usagers, en bas de la pyramide hiérarchique et en bas de celle des rémunérations. Et donc, l'enjeu de cette comparaison, donc vous l'aurez compris, c'est surtout aussi dans les ressources individuelles des groupes pour construire une organisation du travail en fonction de leurs intérêts professionnels, mais c'est aussi, enfin et surtout, l'enjeu de la comparaison, c'est dans la capacité des organisations, qu'elles soient publiques ou privées, à reconnaître l'utilité sociale du service rendu dans les classifications. Et c'est vrai que c'est un enjeu actuel pour le monde de la culture aujourd'hui. Alors, bien sûr, j'ai pas mené cette comparaison pour la période ultérieure à 1981, mais on peut en reparler si vous le souhaitez. Voilà. Merci beaucoup Odile. C'était un exposé très riche, passionnant, qui suggère, bien, je pense qu'on va avoir une discussion intéressante ensuite. Donc, pour le public, vous pouvez commencer à indiquer si vous souhaitez poser une question en direct ou vous pouvez commencer à poser vos questions. Et d'ores et déjà, je laisse la parole à Marie Cornu. Je vous remercie. Merci Florent Lebeau de cette invitation à discuter avec Odile Join-Lambert. Je suis très contente de cet échange qui m'a donné l'occasion de lire votre passionnante enquête sur ce thème travailler au musée. Quoique accoutumée à l'expérience interdisciplinaire, je m'aperçois que j'ai dialogué avec des sociologues du droit, j'ai finalement assez peu eu de confrontation avec des sociologues du patrimoine, ou plus justement des sociologues travaillant sur le patrimoine, parce que votre palette est bien plus vaste, même si vous prenez pour objet ce terrain du musée. Donc je suis tout à fait ravie de cette rencontre, d'autant plus que votre travail sur les musées entre en résonance aussi avec un de nos chantiers qui est encore en cours, mais qui est sur le point d'aboutir, qui s'inscrit dans le cadre de notre programme de recherche sur la mémoire des lois. C'est un programme qui s'appelle Mémo-Lois, et où on s'intéresse à ce moment un peu particulier d'apparition des textes, d'adoption des textes, avec l'idée qu'il peut nous aider à comprendre d'abord cette mécanique complexe de la fabrique des lois et nous aider à comprendre la façon dont c'est structuré à partir d'un certain nombre de textes importants, cet édifice du droit du patrimoine. Et nous bouclons actuellement le volume sur la loi musée, c'est la loi de 2002, un texte évidemment qui contribue à façonner le travail au musée, même si ce n'est pas loin s'en faut la seule source pertinente, et vous l'avez tout à fait bien montré. Et dans ce travail, on va pas seulement déplier ce moment de la loi, mais on va aussi regarder en arrière. Et certains de nos questionnements rejoignent les vôtres, en particulier sur l'évolution du statut des professions, sur la façon dont se joue ce rapport triangulaire État, professionnel, collectivité, bien sûr sur le rapport qu'entretiennent les acteurs à la norme, à la façon dont ils se l'approprient, toute la question de la grammaire, des grammaires juridiques sur lesquelles on fonctionne, et fonctionne sur ce secteur, que ce soit le service public, contrôle scientifique et technique de l'État, le cadre plus général dans lequel s'inscrit cette activité. Alors vous évoquez à plusieurs moments la dimension juridique. Vous avez donné comme un de vos résultats un résultat qui concerne directement le droit. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que vous prenez cette perspective d'un point de vue beaucoup plus large que celui du seul point de vue du droit des musées, qui est en soi évidemment une source pertinente, mais vous allez en particulier
revenir assez volontiers sur cette référence très structurante en droit français de la figure du service public, hein, que vous opposez au mode contractualiste que privilégie le système anglais. Alors j'ai trouvé que votre perspective de comparaison était vraiment d'un grand intérêt, le fait de mettre ensemble deux systèmes qui organisent chacun à sa manière le travail au musée. Le travail en général est toujours quelque chose de stimulant, mais on se pose toujours la question de savoir finalement pourquoi on choisit tel ou tel type de comparaison, tel ou tel pays, pourquoi la Grande-Bretagne et pas l'Italie, qui est un autre, à mon avis, horizon de référence qui a peut-être été l'occasion de transferts culturels ou de modes de circulation entre les personnes et les idées. Mais en réalité, votre explication, et vous êtes revenu sur votre démarche comparatiste, et je l'ai trouvée tout à fait convaincante, comme j'ai trouvé très convaincante la façon dont vous conduisez cette comparaison, accoutumée dans nos domaines à la comparaison. On travaille volontiers sur les comparaisons entre systèmes juridiques. Là, alors, un autre chantier, on est en train de travailler sur un dictionnaire de droit comparé du patrimoine, où on met en relation un certain nombre de pays européens. Alors, le territoire, là, le terrain est un terrain européen pour le moment, même si ce serait tout à fait pertinent d'élargir. Donc, on se pose évidemment la question de la mise en présence de ces systèmes. C'est toujours, on a toujours un peu des oppositions évidentes qui se présentent à nous. On a toujours l'idée que de la façon dont s'organisent les différences de culture juridique, les différences de traitement, non seulement dans l'édification du droit, mais aussi dans la réalisation du droit, la façon dont on va interpréter un texte, des différences évidemment dans la façon dont les différents acteurs se font usage de ce droit. Et dans la méthode comparatiste, il y a toujours l'idée qu'il faut aller au-delà de ces évidences ou ces apparences d'évidence. Et je trouve que là, vous avez vraiment fait un travail que je trouve tout à fait éclairant de ce point de vue-là. D'abord, vous les pointez, ces différences, ces oppositions, mais vous les mettez en discussion. Sont-elles aussi tranchées qu'elles paraissent? Non, on l'a vu, et j'y reviendrai. Sont-elles aussi tranchées du côté du droit et du côté des pratiques et des institutions? Et puis, il y a cette notion de circulation. Vous dites, vous observez cette réalité des circulations et des idées des personnes. Pour autant, est-ce qu'elles se traduisent par une exportation de certains modèles, par des transferts culturels, et vous montrez tout à fait bien les limites de l'exercice, alors même que ces mouvements de circulation, vous les observez non seulement dans les relations entre les deux pays, mais par le canal d'institutions internationales comme évidemment l'ICOM, ou avant même, vous revenez à la création de l'Office international des musées, où il y a déjà des coopérations internationales qui se nouent. Donc, on voit qu'il y a des espaces de discussion, des espaces d'échange. Pour autant, les transferts en matière de formation, en matière de conception du musée, ont du mal à passer, y compris par ces canaux-là. Alors, vous inscrivez votre travail, vous l'avez dit, entre ces deux pôles professionnels, sans doute les deux pôles qui structurent ce travail au musée à l'origine, celui des gardiens d'un côté, des conservateurs de l'autre, donc les deux extrémités de la hiérarchie des emplois. J'emprunte là votre formule, et évidemment ces deux pôles vont se complexifier. Enfin, la grammaire de l'emploi le paysage d'emploi va se complexifier. On va voir paraître toute une gamme de nouveaux acteurs, les guides conférenciers, les conférencières. Vous faites une place aux invisibles, aux précaires, à ceux qu'on assigne à certaines tâches, à certaines fonctions au musée, les femmes en particulier. Donc c'est à partir de
de ce cadre-là que vous interrogez cette question des publics, le rapport que les professionnels et l'institution et l'État, finalement, entretiennent au public, plus fondamentalement la façon dont ils le prennent en charge dans l'énoncé et la pratique et leur pratique professionnelle. Donc c'est un des fils rouges que j'ai trouvé tout à fait intéressant, et vous l'avez dit au début de votre intervention, de ne pas considérer le public comme un élément exogène, mais véritablement une variable qui va façonner, y compris le travail au musée, et éventuellement faire rejouer les frontières entre les groupes professionnels, même si ça n'est pas, on va le voir, si évident que cela. Donc le public, ça n'est pas seulement un argument rhétorique, c'est une réalité du musée, mais c'est aussi un agent actif du musée, un agent actif du travail au musée, ou en tout état de cause, on pourrait s'attendre à ce qu'il le soit, peut-être qu'il le soit davantage. Alors évidemment, le rôle de l'État, de l'autorité publique dans l'édiction de règles, de principes de classement de services qui organisent le monde social, je reprends à nouveau une de vos formules, a toute sa place ici, et vous allez ce cadre posé en venir à un premier élément de distinction qui concerne le cœur de projet. Ça, vous l'avez abordé. On a d'un côté le système anglais qui met en avant la dimension éducative du musée, là où le système français privilégierait plutôt la mission explicative et savante. Donc, où vous mettez en tension ce pôle scientifique et ce pôle pédagogique, qui est, je crois, une des clés de lecture très intéressante de votre travail de comparaison. Et on est effectivement un peu surpris de cette de la façon dont demeure finalement cette cartographie ou cette division dans la conception même du musée, là où la notion de fonction sociale, elle n'est pas totalement absente dans les réflexions en France, dans l'entre-deux-guerres, hein, où on pense la culture davantage connectée au social, ou après-guerre, vous avez évoqué un discours commun dans lequel, du côté britannique comme du côté français, il s'agit de refonder la légitimité du musée à partir de son rôle social. Vous évoquez les mouvements de popularisation des musées avec le rôle de Rivet, de Georges-Henri Rivière, avec la création des musées de sciences, des écomusées, etc. Donc on sent qu'il y a quand même quelque chose qui se réveille peut-être dans cette fibre sociale du musée. Et pour autant, la rencontre entre le secteur éducatif et le secteur culturel au musée, en tout cas au travers de grandes institutions, les institutions sur lesquelles vous travaillez, ne se fait pas. J'ai eu le sentiment que on rencontrait un peu, d'une façon générale, dans le champ culturel, cette fracture entre le socio-culturel et le culturel. Je pense que dans des domaines, alors je ne sais pas si ce serait intéressant d'entreprendre la comparaison, mais dans le domaine du théâtre, vous évoquez d'ailleurs à un moment donné le travail de Jeanne Laurent, la question du théâtre populaire, mais je pense que c'est aussi une question qui traverse d'autres champs de la culture. Alors j'ai trouvé aussi au fil de votre travail, il y a un secteur qui apparaît assez fréquemment comme un secteur de comparaison, qui est le secteur des bibliothèques, où on a l'impression que c'est une source d'inspiration à la fois dans donc je pense que vous c'est pas votre sujet évidemment, mais vous l'abordez comme une possible référence à la fois dans les réflexions sur les professions au musée, dans les réflexions sur la cartographie des musées elles-mêmes, puisqu'on reprend finalement un peu les mêmes distinctions classés, contrôlés, nationaux. Et les musées se calent quelque part sur déjà un cadre institué qui est celui des bibliothèques. Donc de ces deuxième élément de distinction, pardon, vous l'avez évoqué, c'est ce cadre plus général dans lequel s'inscrit l'activité professionnelle au musée, avec le droit français évidemment très marqué par cette figure du service public, avec son train de grands principes, égalité, continuité, mutabilité, là où le système anglais obéit à un système
à un droit plus souple, ou une économie juridique plus souple, et de ces configurations juridiques découlent, troisième élément distinctif, des statuts différents. Un corps de fonctionnaires en France, un statut général, des personnes recrutées sur contrat, avec peut-être des profils de spécialité plus marqués, d'où vont dériver aussi des politiques d'emploi opposées, en tous les cas à première vue. Donc, vous observez ces différences de conception des missions, variabilité du rapport au public, enchâssement dans des corps de règles qui obéissent à des logiques propres, différence dans la fonction et le statut des personnels, variation aussi dans les formations. Les conservateurs sont formés à l'université en Grande-Bretagne, là où on a des écoles spécialisées, l'école du Louvre, notamment en France. Et d'ailleurs, ce rapport à l'université est aussi intéressant à questionner, et vous en parlez dans votre conclusion, mais j'y reviendrai. Et puis, alors, à partir de ces différences, vous vous demandez si finalement ces systèmes sont si opposés que cela. Hein. Vous avez dit, on observe un certain nombre de similitudes, de voisinage, même si après vous revenez en arrière en disant, bon, ce sont des similitudes, des voisinages, mais demeurent quand même des lignes de fond, des lignes d'opposition qui sont quand même assez considérables. Alors, je voudrais revenir sur cette idée du service public. Encore que le service public en général, effectivement, on perçoit que ça n'est pas une notion totalement étrangère, effectivement, à l'activité du musée en Grande-Bretagne. Vous l'avez dit. Simplement, il prend sa source dans autre chose qu'une catégorie, grosse catégorie juridique. Il va prendre sa source dans un matériau peut-être qui est plus posté du côté de la déontologie, de l'éthique, hein, ou encore il passe par d'autres chemins. Hein, la notion d'égalité, elle va emprunter un autre chemin juridique. Et ça, dans la comparaison, c'est toujours très intéressant de percevoir que ça ne suffit pas, évidemment, de ne s'intéresser qu'au droit dans les livres, mais ça ne suffit pas de s'en arrêter à certaines catégories, à certaines dénominations, puisque évidemment, les choses sont bien plus complexes que cela. Dans votre travail, est-ce que nous montre aussi cet arrêt sur le service public, sur la notion de service public, c'est que les frontières finalement entre le droit et la déontologie sont mouvantes d'un État à l'autre. Les règles qu'on va poser dans du droit dur, on va les retrouver ailleurs avec la même force, quoi qu'on évoque l'idée d'un droit mou, mais elles vont avoir la même force, c'est-à-dire que les communautés vont y adhérer avec la même puissance que si elles étaient inscrites dans un texte où je crois qu'effectivement s'intéresser à la façon dont la norme est appropriée, la façon dont elle s'exprime bien sûr, mais la façon dont elle est appropriée est évidemment une perspective tout à fait éclairante. D'ailleurs, vous parlez de l'État, du rôle de l'État, de l'autorité publique, mais du côté des conservateurs, on pourrait dire qu'il y a comme une sorte de norme intériorisée du service public. Ça ne vient pas seulement du discours public, mais des acteurs aussi sur le terrain. Il me semble apercevoir comme l'idée de cette norme intériorisée, notamment dans l'idée d'un service rendu au public par la profession. Et d'ailleurs, cette idée d'une norme intériorisée, je pense qu'on pourrait poursuivre cette réflexion-là dans le système français. Dans le système français aussi, il y a un certain nombre de normes avant même qu'elles ne soient traduites en droit dans l'activité du musée, qui sont considérées comme des normes impératives. Je pense en particulier au statut d'indisponibilité des œuvres. Alors c'est un aspect que vous abordez un petit peu, mais c'est pas tout à fait votre prisme de recherche, mais je pense que par ce rapport au statut des œuvres, on pourrait aussi poursuivre cette réflexion sur l'idée de cette norme intériorisée. Alors je reviens sur cet effet de résistance en France à
à la dimension sociale et éducative du musée. Vous avez exploité un matériau que j'ai trouvé très intéressant, c'est les nécrologies. C'est d'abord les notations, les fiches de notation, mais aussi les nécrologies, où on voit, vous les traitez sur une période assez longue, 50 années, et vous dites qu'il y a une sorte d'atemporalité, parce que finalement, on retrouve le même vocabulaire, le même imaginaire de la profession, dans la même idée qu'on rend hommage à une corporation de savants, finalement, et dans lesquels la question du public est parfaitement absente. Tout le vocabulaire autour du public, de la médiation, enfin, il me semble avoir, dites-moi si je surinterprète ce que vous avez écrit, mais j'ai trouvé ça assez fascinant, comme si effectivement la relation au public, on l'a laissée du côté des gardiens, là où les conservateurs, c'est la partition que vous mettez en scène, là où les conservateurs seraient au service de l'œuvre et de l'art, et là où finalement on ne reconnaît pas aux gardiens réellement la prise en charge de cette relation au public. On la prend pas finalement tout à fait au sérieux dans l'énoncé des missions de service public du musée. Alors je terminerai sur l'après des années 80. Je vais vous en parler un petit peu dans votre conclusion. Et puis Pierre-Michel Maget se demande si vous allez poursuivre votre travail en disant que votre méthode est une méthode robuste. Donc, on aurait envie que vous poursuiviez au-delà, compte tenu de toutes les évolutions qui s'annoncent à partir des années 80, qui sont quand même des mutations assez considérables, la décentralisation, l'autonomisation des établissements, un affichage peut-être dans le discours public plus fort encore des impératifs, non pas seulement démocratisation culturelle, mais démocratie culturelle. On voit paraître dans le Code général des collectivités territoriales la prescription, donc l'injonction faite à l'État et aux collectivités territoriales de prendre en compte les droits culturels, de prendre en compte le public dans la conduite des politiques culturelles. Donc on se demande là s'il n'y a pas un nouveau chantier à engager. Et je pense que ce nouveau chantier pourrait aussi, je reviens à cette question du rapport au statut des œuvres, pourrait se poursuivre sur ce terrain-là, parce qu'on est dans une époque où s'invite une question qui était parfaitement lointaine, encore que on en discutait déjà à partir des années 70, qui est celle de la restitution, des mouvements de restitution des œuvres. Et là, vous avez évoqué les controverses autour des marbres du Parthénon, où vous dites, dans les rangs, vous regardez les postures en Grande-Bretagne, vous dites les conservateurs sont plutôt à dire que on pourrait réaliser des copies et rendre les originaux, là où les universitaires, les historiens, dans les rangs des historiens, on est plutôt sur une posture inverse. Donc j'étais assez intéressée par cette remarque là. Je ne sais pas si vous avez investigué sur ce terrain-là, mais je pense qu'il y aurait de quoi faire dans cette comparaison et peut-être aussi dans la mise à l'épreuve des oppositions, des différences dans les traditions, à la fois les traditions du côté du droit et les traditions du côté des pratiques. Voilà, j'avais toutes sortes d'autres remarques et observations, mais en tout cas, merci beaucoup parce que c'était un grand plaisir de vous lire et un grand enseignement. Merci beaucoup, Marie. Je vais laisser la parole à Odile. Je vous encourage, les participants, enfin le public, à poser des questions dans le chat. Moi-même, j'aurai quelques questions, mais je vais d'abord laisser Odile poursuivre ce dialogue fort riche avec Marie. Oui, merci beaucoup pour cette lecture pour votre lecture et puis les pistes aussi
deux comparaisons que vous avez lancées. Bien sûr, je les ai pas faites et ça serait bien que ça soit fait, notamment la comparaison avec l'Italie. C'est vrai que ça serait très important et je reviens un peu sur mon dada qui est de regarder au cas par cas en fonction des pays qu'on étudie, avec qui on compare et de pas prendre systématiquement les mêmes en fonction des périodes et des administrations avec lesquelles on compare. Parce que donc je remercie aussi pour bien sûr les bibliothèques parce que là je me suis surtout appuyée sur les travaux d'Anne-Marie Bertrand puis après voilà donc c'est effectivement très très stimulant et oui, bien sûr, les comparaisons avec l'université, là, on les a, je les ai pas traitées, bien sûr, dans l'ouvrage, mais on les a, enfin je les ai, et on les a, les collègues aussi, j'imagine, tous un peu en tête, puisque d'un côté, on retrouve un peu ce même compare par exemple les conservateurs aux professeurs d'université, on retrouve le même désintérêt pour les tâches d'administration et de gestion et fait de détenir l'expertise scientifique permet d'occuper des positions clés dans la politique scientifique, que ce soit du musée ou à l'université, mais la gestion des établissements, les tâches et tout ce qui concerne les tâches de gestion sont très peu prisées. Donc on voit un parallèle avec l'université, mais aussi avec l'éducation nationale, enfin ce qui structure les oppositions de personnel au sein de l'éducation nationale dans leur ensemble, parce que les beaux-arts au départ dépendaient de l'instruction publique et le ministère de la Culture s'est détaché à partir de 1959 seulement de l'éducation. Et je trouve que les comparaisons valent d'autant plus la peine d'être mise en perspective. Et alors, on trouve aussi, du côté des organisations syndicales de l'éducation nationale, cette même opposition qu'au sein des musées entre corps polyvalents ou corps spécialisés. Les conservateurs d'État revendiquaient une très forte spécialisation, les conservateurs territoriaux étant plutôt du côté de la polyvalence, intégrant des tâches de gestion, ce que les travaux de Frédéric Poulard ont très bien montré. Et on retrouve cette opposition entre polyvalence et spécialisation au sein de l'éducation nationale dans son ensemble, autrement dit entre les instituteurs qui étaient des maîtres polyvalents et pas spécialisés par discipline mais bien polyvalents et dont les revendications étaient portées par le SNI, par le syndicat national des instituteurs, et ceux qui revendiquaient au contraire, les enseignants revendiquant au contraire une maîtrise de leur spécialité et de leur discipline, donc les enseignants du secondaire, dont les revendications étaient portées par le SNES, des problématiques que je trouve très voisines entre le secteur culturel et éducatif. Et bien sûr, entre l'éducation et la culture, c'est pas le même nombre d'agents, c'est pas la même visibilité du mouvement social qui est très structuré et important à l'éducation nationale et aussi à l'université, tandis que dans le monde des musées, les corps sont beaucoup plus petits en taille et le mouvement syndical longtemps très peu visible avant les années 80. Voilà. Je voulais juste, parce qu'il faut que je laisse le temps aux questions, votre remarque sur le lien avec la mémoire des lois. Et moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai réfléchi aussi pour ce livre.
parce que les comparaisons, enfin c'est la mémoire des réformes et des changements dans les deux pays des musées. Parce que donc au XIXe siècle, c'était plutôt le British Museum qui se structure autour du modèle du Louvre. Ça, c'est les travaux d'Odile Boubaker qui sont en train de le développer, notamment. Au début du XXe siècle, là, Aurélie Perrin a montré que, par exemple, les services d'accompagnement du Louvre, justement, s'inspiraient de ceux de la Tate Gallery et du British Museum. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, à partir de 1946, moi, ce que je constatais, c'était que la Grande-Bretagne, elle a l'expérience de grande latitude laissée aux collectivités locales. Et on a l'impression que à partir de 1981, elle souhaite reprendre en main les choses en établissant, en centralisant par une gestion par indicateur tous ces musées qui ont des statuts très divers et que ça permet un pilotage par un indicateur centralisé. Voilà. La France, en 1945, c'est l'inverse. Elle a l'expérience d'une centralisation sans doute excessive, bon, et une méfiance surtout très forte à l'égard du débat sur les objectifs du service public. Mais malgré ça, dans cette période-là, la fonction publique sert de modèle à la fonction publique, au civil service britannique. Pourquoi? Et au musée, pourquoi? Et plusieurs fois, les personnels des musées britanniques viennent en France parce que tout simplement, la fonction publique permet une mobilité géographique et professionnelle entre les musées que ne permet pas le fait d'être juste inscrit dans un musée. Et puis quand on déménage, il y a le coût du déménagement, la baisse de rémunération, enfin tout va avec. Donc il n'y a aucune mobilité. Au Royaume-Uni, les personnels sont coincés dans leur musée. Et donc, c'est ce qui sert d'inspiration. Et du coup, moi, j'avais l'impression que, on pourrait se dire, pour faire le lien avec aujourd'hui, sur lequel j'ai pas travaillé, c'est que cette mémoire des réformes, peut-être aujourd'hui, cette mémoire d'une centralisation et d'une décentralisation de part et d'autre, joue peut-être à contrario dans les mémoires qu'on en a, et c'est peut-être ce qui pousse aujourd'hui les Français à aller regarder comment les Britanniques sont organisés, pensant y découvrir des latitudes d'action que pourtant les Britanniques leur revendiquent. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil pour aujourd'hui. Merci Odile. Alors pour l'instant il n'y a pas de questions dans le chat, mais ça peut toujours venir. Et moi j'ai quelques questions Odile, liées aussi au fait qu'on a dans notre public des doctorants. Donc j'ai déjà un groupe de questions, au moins deux questions. C'est une question archive. Question archive, c'est-à-dire est-ce que tu as rencontré des difficultés pour accéder aux archives? Quant au dossier de carrière, que tu évoques la question des dossiers de carrière. Or, il me semble que sur les dossiers individuels, il y a des délais de communicabilité qui sont importants. Donc voilà, comment tu as résolu cette question-là? Et une deuxième question archive qui pour ouvrir des perspectives, je trouve très intéressant l'évocation du Conseil international des musées, l'ICOM. Donc, tu as été voir les archives. Il y a effectivement une dimension dans ton travail, et c'est très intéressant cette question-là de la comparaison avec les Britanniques. Hein. J'étais sensible au moment où tu as évoqué le fait que on avait beaucoup réfléchi durant la dite période des Trente Glorieuses en rapport avec cette période plutôt sur la question de la productivité des États-Unis, du modèle entre guillemets américain. Donc, il y a toute cette dimension circulation. Il y a aussi une dimension transnationale, dynamique transnationale. Est-ce que, selon toi, il y aurait des travaux à faire à partir de ce que tu as vu du fonds d'archives du Conseil international des musées? J'imagine que oui, mais du coup, dans quelle piste ça pourrait partir? Sans dire que
je t'invite à le faire, mais plutôt pour donner envie à d'autres d'aller voir ces archives. Est-ce que c'est des archives riches? Quelles thématiques on pourrait traiter à travers cela? Voilà. Ça, c'est un premier point sur question archives. J'en aurai d'autres, mais je te laisse la parole sur ça. D'accord. Les dossiers de personnel, oui. En France, donc pour le musée du Louvre, je n'ai eu aucune difficulté d'accès aux dossiers de personnel, aux dossiers de carrière, pardon, parce que j'ai pas consulté les dossiers récents, bien sûr, enfin pour les travail à partir de ces archives. Vous savez que vous pouvez demander une dérogation à la loi de 79 sur les archives pour consulter ces dossiers qui normalement ne sont consultables qu'au bout de. Alors aujourd'hui, comme ça a encore changé, je crois que c'est après, c'est 30 ans après la date de départ de l'intéressé, je crois, hein, c'est ça. Et c'est des dérogations qui sont obtenues aussi assez facilement, donc ça s'est assez assoupli. Alors là, c'est vraiment une incitation pour utiliser beaucoup qui sont très sous-utilisés. La première à avoir travaillé historienne, mais c'était sur les ouvriers. Et puis progressivement, ensuite Delphine Gardet aussi sur les services a travaillé à partir de ses sources. Puis Catherine Omnès sur les ouvrières, puis d'autres. Et c'est d'une richesse absolument fabuleuse, surtout quand ils n'ont pas été expurgés, ce qui est souvent le cas, heureusement pour les historiens, parce que moi j'ai pu découvrir, en tout cas dans le cas de la Poste, découvrir que ces dossiers de carrière en fait servaient d'outils de gestion au personnel dans les directions départementales, et donc on y trouvait tout. Et donc on y trouvait aussi bien les dossiers des renseignements généraux que donc c'était fabuleux, un matériau fabuleux pour les historiens. Sur l'ICOM, oui, j'ai consulté les archives de l'ICOM et de l'ICTOP qui sont à l'ICOM. Malheureusement, j'aurais peu de. Elles étaient en cours de classement quand je les ai consultées, donc peut-être qu'elles sont ailleurs. D'ailleurs, maintenant, je ne sais pas. Moi, de mémoire, elles m'avaient semblé très intéressantes, notamment sur l'entre-deux-guerres et le rôle de la SDN. Après 1946, moi je me suis limitée aux archives de l'ICTOP, donc de cet institut au sein de l'ICOM, mais qui est dédié à la formation. Et j'ai dépouillé les conseils uniquement de fédération de l'ICTOP, hein. Mais en tout cas, j'avais la même question que toi sur l'ICOM. Je pense que c'est des sources effectivement qui seraient très intéressantes à exploiter. C'est intéressant parce qu'il y a tout un travail. Là, j'ai sur ma table le livre de Sandrine Cotte, hein, sur les organisations internationales, et alors en lien effectivement l'entre-deux-guerres. Le rôle de la SDN est considérable. Ah, voilà, Odile est en train de nous rejoindre, donc c'est pour ça que je trouve que ça fait système un petit peu tout ça. Il y a toute une réflexion à avoir, effectivement, sans doute peut-être à partir des archives aussi de la SDN. Est-ce que Odile, tu es avec nous? Tu es revenu? Donc Odile, si tu m'entends, on peut peut-être reprendre le point autour des archives. Tu étais au moment où tu disais j'ai surtout regardé les archives de l'ICTOP. Est-ce que tu peux nous en dire quelques éléments sur l'intérêt de ces archives pour une approche transnationale? L'intérêt des archives, oui, voilà. Oui. Donc, en fait, l'intérêt des archives, c'est surtout de permettre l'étude d'un point de circulation pour faire l'étude des points de circulation, c'est un point de méthode, hein, c'est pas la même chose que des comparaisons. Il y a beaucoup de recherches maintenant en histoire ou en sciences politiques qui prennent l'étude d'un point de circulation pour voir comment les idées et les personnes circulent. Sauf que il faut aussi voir si les pratiques circulent et s'il y a aussi des transferts de pratiques. Et par contre, ça c'est pour ça que j'insiste sur ce point de méthode, pour regarder s'il y a des transferts de pratiques,
on est obligé de regarder les pratiques de chaque pays nationaux et de quitter l'étude de ces points de circulation dont les archives ne disent pas nécessairement quelque chose. Là, les archives de l'ICOP ne disaient rien de ce qui se passait en pratique dans la formation des gardiens et des conservateurs en France et au Royaume-Uni. Donc, j'ai été obligée de repasser par les archives des pays nationaux. Voilà, il y a par exemple d'autres études. Alors, oui, juste pour enchaîner sur ce que tu disais, puis après il y a une question de Marie, j'en avais d'autres, mais c'est intéressant ce que tu dis, hein, d'ailleurs, sur cette question du transfert de pratique, parce que comment dire, André Grelon, par exemple, il a montré sur la question du système d'enseignement technique, on parlait souvent de modèle allemand, et en réalité, il a montré que c'était plus un aiguillon pour des transformations du système français. On est là fin 19e, début 20e, que véritablement une importation du système allemand. Alors, je vois une question de Rémi, puis peut-être après Maryse pourra poser également sa question. Une question de Rémi Assoumou. Existe-t-il une section dédiée aux travaux sur l'Amérique centrale et l'Amérique occidentale au sein des British Museum et du Louvre? Je crois qu'il y a une deuxième question de Rémi. En tant qu'historienne, quelle est la méthode qualitative en termes de théorie avez-vous utilisé pour mener à bien votre étude? Voilà. Alors, j'ai pas entendu la question de la deuxième là. Alors la deuxième, c'est quelle méthode qualitative as-tu utilisée d'un point de vue théorique? Oui, d'accord. Ok. Oui, sur la première que j'ai entendue, ma réponse est non, je n'en sais rien, malheureusement. J'ai pas d'informations et peut-être Marie Cornu en saurait plus, je ne sais pas, ou d'autres, mais je n'ai pas il faudrait demander, par contre, à l'archive British Museum. Il faut savoir qu'au British Museum, il y a aussi une personne qui est justement une ancienne bénévole et qui continue, retraitée, à s'occuper aussi d'aider les chercheurs dans les archives. Voilà. Donc les contacts sont dans le nom. Là, je cite leur nom dans l'ouvrage. Il faudrait aller voir ces personnes. Alors je crois que Marie t'avait dit également. Donc du coup, j'avais aussi une question que j'avais posée, donc je te la pose directement. C'est sur l'après 81, parce que je me demandais, donc tu disais que c'était pas aussi éloigné que ça le semblait. Et en 81, il y a eu, après il y a eu les lois, le port, etc. Et donc là, est-ce qu'il n'y a pas eu un écart qui a eu lieu justement après les années 80, du coup, ou est-ce que tu le penses pas? D'après, t'as pas fait d'enquête, hein, mais je suppose que tu as suivi un peu. Après aussi. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a eu une rupture après ou que la proximité un peu étonnante que tu vois, elle est encore valable aujourd'hui? Alors, c'est très compliqué comme question. Je pourrais répondre simplement. Donc, tout le contexte, l'environnement des musées change. C'est un environnement désormais, les musées doivent rendre un service commercial. Donc, là, je m'arrête à l'enjeu sur les musées, hein, parce que sur l'État en général, c'est un peu trop vaste. Et sur les musées, il y a un vrai enjeu de financement, bien sûr, des musées derrière ce recours aux clients. Ça a fait beaucoup de discussions au Royaume-Uni à partir de 81, parce que le fait que les musées entrent résolument dans une logique de consommation, cherchent à attirer les donc voilà, l'art concile a fait face à un budget stagnant et déficitaire, et donc il a pris en 81 la décision de cesser de subventionner les organisations muséales. Du coup, il a fallu recourir pour financer les musées. Ça a déclenché un tollé général dans le monde culturel britannique. Voilà, la structure des emplois, bien sûr, au British Museum a profondément changé. Maintenant, les gardiens qui sont souvent au British Museum, 5 employeurs différents. Hein. Il y a donc ça n'a plus rien à voir. Voilà,
voilà. Donc en France, il y a eu ce même mouvement. Donc on pourrait se dire d'enjeu commercial autour des musées. On pourrait se dire, il y a une forme de convergence sur ce point. Mais en fait, concrètement, je vois pas sous l'angle public et musée. C'est vrai que là, je m'aventurerai pas. J'ai pas assez travaillé le sujet, mais ça mériterait de l'être. Alors, ce que je voudrais juste insister, c'est sur le point suivant, c'est que il y a un vrai enjeu aujourd'hui, pour le coup actuel, à faire reconnaître dans les grilles de classification, qu'elles soient celles du British Museum ou celles du Louvre, l'utilité sociale de ces métiers. Parce que ça peut pas être pensé que sur du court terme. Et voilà, là, évidemment, ça fait penser à tout le débat sur les personnels soignants. Alors, ça pose un vrai problème, j'imagine, aujourd'hui, au musée et dans la fonction publique en général, puisqu'on peut pas reconnaître cette utilité sociale dans les classifications autrement que sous forme de primes dans la fonction publique. Toutes les rémunérations sont fixées par le point d'indice. Alors que en Allemagne, il arrive à faire reconnaître l'utilité sociale de certains métiers dans les grilles de classification. Au Royaume-Uni, je ne sais pas. Voilà. Merci. Oui, donc il y a une enquête. Il y a beaucoup d'enquêtes, à mon avis. Il y en a même plus. Il y aurait à fois une enquête sur les gardiens et les conservateurs du British Museum aujourd'hui. Une enquête sur le statut des personnels accusés britanniques depuis une vingtaine d'années. Merci beaucoup Odile. Bon, c'est quand même un peu complexe là, par téléphone. Oui, je suis complice. Non, mais c'est pas du tout ta faute. Et merci beaucoup parce que c'était riche. Je pense que ta présentation va donner envie à tous nos auditeurs, à tous ceux qui ont suivi et ceux qui écouteront ensuite cet enregistrement, si tu en es d'accord, eh bien de lire ton ouvrage. Hein. Je le remontre à l'écran. Tu ne me vois plus, mais il est devant moi. Travailler au musée, public, gardien et conservateur du Louvre et du British Museum, regard croisé, 46-81. Merci beaucoup. Et puis merci également à Marie Cornu, hein, qui a a apporté un regard tout à fait intéressant, passionnant, qui a mis en valeur aussi ce travail très riche. Hein, elle nous l'a dit. Et Marie qui reviendra pour les prochains déjeuners d'Urkheim, c'est-à-dire la dernière séance, le vendredi 18 juin. Elle viendra accompagner avec des co-auteurs, c'est un collectif, viendra notamment accompagné de Yann Potin, hein, un archiviste tout à fait remarquable, et Nicolas Thiebaud, autour de l'ouvrage 1979, Genèse d'une loi sur les archives. Je pense et alors avec comme discutante l'historienne Anne Simonin. Je pense qu'on aura encore l'occasion de beaux échanges. Je remercie tout le monde. Je suis vraiment désolé pour les complications hein, que crée le distanciel. L'année prochaine, on aura l'occasion d'être en hybride, présentiel, mais pour ceux qui ne pourront pas venir, il y aura toujours le distanciel. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.